La Société des Amis de Sèvres est heureuse de vous accueillir ce soir pour la 9e visioconférence de son programme intitulé Conversation céramique. Nombre d'entre vous me connaissent, je suis Catherine Trouvet et en ma qualité de vice-présidente des Amis de Sèvres, eh bien, je me réjouis de vous voir toujours plus nombreux assister à nos rendez-vous du lundi soir. Ce soir, nous avons la joie, le bonheur d'accueillir Marie-Laure de Rochebrune, conservateur en chef au château de Versailles. Diplômée de l'école du Louvre, titulaire d'une maîtrise d'histoire à Paris 4 la Sorbonne, eh bien Marie-Laure est reçue brillamment major à l'école, au concours d'entrée de l'école du patrimoine. Notre intervenant commence sa carrière au musée du Louvre en qualité de conservateur au département des objets d'art de 1997 à 2010 et contribue au rayonnement de notre pays en sa qualité de commissaire de nombreuses expositions organisées tant en France qu'à l'étranger. Citons en 2008 le goût à la grecque, le début du néoclassicisme dans l'art français, donc Madrid, Lisbonne, Athènes. Et à Tokyo, en 2010, la porcelaine de Sèvres comme arme diplomatique. Depuis 2010, Marie-Laure exerce les fonctions prestigieuses de conservateur responsable de la gestion des collections de céramique européenne et extrême-orientale au château de Versailles et elle a été commissaire de plusieurs expositions remarquées. Citons en 2012 Splendeur de la peinture sur porcelaine au XVIIIe, Charles-Nicolas Daudin et la manufacture de Vincennes-Sèvres, Daudin, dont elle est la spécialiste reconnue depuis plus de 20 ans. En 2014, la Chine à Versailles et en 2019 avec Guénola Firmin et Vincent Bastien, le goût de Marie Lesinska. Responsable en 2019 de l'aménagement de la pièce des buffets dans l'appartement intérieur du roi, Marie-Laure a également présidé en 2020 à l'aménagement des vitrines de porcelaine des collections Louis-Philippe au Grand Trianon. Depuis 1998, Marie-Laure est chargée de cours à l'école du Louvre. Plus prestigieuse encore, elle est depuis 2015 membre du conseil de notre société d'amis et depuis 2016 de notre comité de lecture de la revue Sèvres. L'inventaire de ces travaux donne le vertige au docteur en histoire de l'art que je suis. Marie-Laure est l'auteur d'une 50aine d'articles scientifiques sur les arts du feu, la représentation de ceux-ci en peinture, la porcelaine, le verre, sur les collectionneurs fameux de porcelaine de Sèvres au XVIIIe siècle notamment. J'ai pu recenser 22 catalogues d'exposition et 7 ouvrages, dont bien sûr les vases de Sèvres 18e, 21e siècle et l'Ode de la virtuosité en 2014. Dernièrement, c'est à la Chine que Marie-Laure s'est intéressée, que ce soit lors de l'exposition La Chine à Versailles ou à l'occasion de recherches sur l'écho des inventions chinoises de Boucher dans les arts décoratifs du XVIIIe siècle, Expo Boucher à Besançon en 2019, de travaux également sur une somptueuse verseuse en chinoise en argent offerte par les ambassadeurs du Siam à Louis XIV, ou encore à l'occasion d'une étude sur les porcelaines de Sèvres envoyées en guise de cadeaux diplomatiques par les souverains français dans la seconde moitié du XVIIIe. C'est donc en experte que Marie-Laure nous contera ce soir l'attrait de Louis XVI pour les décors chinois de la manufacture de Sèvres. Rappelons que ces décors apparaissent très tôt à la manufacture de Vincennes, d'abord sous forme de rares petites chinoiseries en or ou en polychromie, empruntées au décor de sa rivale Meissen. Dès 1750-1751, où la manufacture se dote d'un style singulier, les gravures de sujets chinois d'après Boucher deviennent l'une de ses principales sources d'inspiration, adaptées en polychromie ou en camaïeu pourpre. S'ouvre à compter de 59-60 une troisième période de 5 années où tous les décors chinois sont l'œuvre d'un seul et même artiste, Charles-Nicolas Daudin, peint dans des couleurs épaisses et translucides, d'après des gravures européennes, puis croit-on d'authentiques pièces chinoises. Puis, les décors chinois disparaissent de 1765 à 1773. À l'apparition de la porcelaine dure à Sèvres, suite à la découverte des gisements de kaolin à Saint-Yrieix en 1768, eh bien l'Orient
fournit presque à lui seul, dès 1773, l'ensemble des décors mettant en scène des chinoiseries faisant écho aux matériaux empruntés à l'Empire céleste. À vous, Marie-Laure, de nous faire partager votre culture, votre rigueur scientifique pour faire revivre à chacun de nous l'engouement que suscitèrent les décors chinois à la manufacture de Sèvres à la cour de Louis XVI. Merci Marie-Laure, à vous. Merci, chère Catherine, pour ces mots très aimables et beaucoup trop élogieux. Je voudrais également beaucoup remercier la Société des Amis de Sèvres de m'avoir proposé, à l'occasion du retour récent au château de Versailles, de 4 vases de Sèvres à décor chinois, achetés par Louis XVI, respectivement en janvier et en décembre 1780. Nous les regarderons dans un instant. De vous parler ce soir de l'attirance de ce souverain pour les décors chinois exécutés à la Manufacture royale de porcelaine. Attirance qui apparaît chez Louis XVI très peu de temps après son avènement, qui s'est déroulé en mai 74, comme vous savez, et attirance qui témoigne de la curiosité du jeune roi. Comme l'a très bien dit Catherine, cet attrait correspond aussi dans l'histoire de la manufacture à un moment important qui est cette période de renouveau du genre du goût chinois au milieu des années 1770, qui est soutenue par la maîtrise de la nouvelle pâte dure à la manière chinoise. Donc, tous ces éléments conjugués ont conduit à un renouveau du goût chinois des sujets chinois à la manufacture de Sèvres, et grâce effectivement à la découverte des gisements de kaolin en Limousin à Saint-Thierry-Exaper. Alors, voilà les vases dont il est question, dont je vous parlerai surtout dans la dernière partie de cet exposé. Vous reconnaissez peut-être cette image ici qui représente cette garniture de vases à fond lilas que nous avions pu réunir en 2014 à l'occasion de l'exposition sur la Chine à Versailles au château. Et cette garniture a été achetée en janvier 1780 par Louis XVI, offerte à sa sœur, Madame Elisabeth. Le vase central est conservé aujourd'hui à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Les 2 vases, à l'époque, étaient dans une collection particulière et nous avons eu la chance de pouvoir les acheter en 2019. Voilà. Ici, dernière acquisition et formidable acquisition, ces 2 vases à tête de lion avec des décors d'oiseaux et de paysages chinois qui rejoignent 2 vases qui ont été achetés en 1998 par Christian Bollez. Et les 4 vases étaient un achat de Louis XVI, donc vous avez le portrait ici par Duplessis, pour la chambre de Louis XIV, et nous comptons bien les y remettre. Alors, comme vous l'a dit Catherine, il y a eu à plusieurs occasions un intérêt pour les sujets chinois à la manufacture de Vincennes-Sèvres, et l'exposition de Besançon en 2019 l'a bien montré. Les premiers décors chinois datent de l'époque de Vincennes. J'ajouterais qu'en plus des décors chinois réalisés à cette époque-là, la création des 2 fonds de couleur, les 2 premiers fonds de couleur de Vincennes, le bleu lapis et le bleu céleste, créés respectivement en 1752-1753, trouvent aussi leur inspiration dans la porcelaine de Chine et constituent un hommage implicite à l'Empire céleste. Rappelons que le bleu turquoise s'appelait bleu céleste en hommage à l'Empire céleste, c'est-à-dire la Chine. Après avoir disparu effectivement quelques années, les décors chinois réapparaissent avec Dodin à la fin des... Alors, pardon, ça ce sont les vases dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez les vases à tête de lion que nous avons achetés en 2020, un décor de très beaux oiseaux chinois, paysages chinois peints par Chapuis. Et ici, ces 2 vases que Christian Bollez avait pu acheter en 1998. Ils sont exposés actuellement provisoirement dans la salle des gardes de l'appartement du roi au château. J'espère que vous aurez tous l'occasion de venir les voir un jour, pas trop tard. Et nous avons fait cette exposition pour que le public puisse s'approcher de ces vases, les regarder, tourner autour, parce qu'ils sont très beaux de tous côtés. Et puis, à terme, nous les remettrons donc dans la chambre du roi. Alors, revenons au sujet chinois, la manufacture royale. Donc, les premiers sujets, Vincennes. Deuxième vague de goût chinois, si on peut dire, au tournant des années 1760, au début des années 1760, dans l'œuvre de Dodin. Vous connaissez sans doute ici la garniture de Dodin que nous avions pu exposer à Versailles en 2012, au moment de l'exposition Dodin.
cette garniture à fond bleu céleste, ornée à l'avant de scènes chinoises peintes d'après-boucher et à l'arrière de fleurs qui sont chinoises, a été exécutée pour Louis XV en 1761. Il manque la pièce centrale qui était probablement un pot pourri triangle de cette forme, plus grand que les deux qui sont là. Les deux pot pourri triangles qui existent encore et qui sont ici sont conservés dans la Dodge Collection à Detroit, et les deux vases à Bobèche sont au Louvre, au département des objets d'art. Ils sont entrés dans les collections du Louvre avec la dation Rothschild. Alors, nous avions réuni effectivement en 2014 un certain nombre d'objets, et nous avions pu réunir donc les 3 vases à fond de lac que je vous ai montrés sur la première photo. Voilà, ces 3 vases donc, ont été exposés lors de cette exposition La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer un certain nombre de pièces de Sèvres à décor chinois provenant des collections du XVI, et plus particulièrement nos dernières acquisitions en la matière, je voudrais vous rappeler quelques faits, quelques éléments historiques sur le contexte artistique dans lequel a baigné Louis XVI à Versailles, tout de suite avant son avènement et après, pour tenter de comprendre comment son goût pour les décors chinois exécutés à Sèvres, qui se fait jour donc dès le début de son règne, s'inscrit finalement dans une tradition ancienne à la cour de France d'intérêt pour la Chine, amorcée par Louis XIV et poursuivie par Louis XV. En 2014, nous avions essayé de montrer que dès le début du règne de Louis XIV, c'est-à-dire un goût pour l'exotisme qui se répand à Versailles, et que l'une des facettes les plus intéressantes de ce goût pour l'exotisme, c'est l'attraction exercée par la Chine, qu'on appelle alors le pays de Cathay, attraction exercée sur la famille royale comme sur des membres éminents de la cour. Je vous montre ici une carte de la Chine et de la Tartarie chinoise et du Tibet, qui provient d'un ouvrage extrêmement célèbre au XVIIIe siècle, l'ouvrage du père Duhalde, la description géographique, historique, chronologique, blablabla, de l'empire de la Chine, de la Tartarie chinoise, qui est paru une première fois en 1735 et qui a été réédité en 1770, qui est un véritable best-seller tout au long du XVIIIe siècle. Et plusieurs membres de la famille royale ont possédé des exemplaires du livre du père Duhalde. Ici, il s'agit de l'exemplaire qui a appartenu à la comtesse de Provence. Donc là, la Chine est même présente, comme vous le voyez, dans les bibliothèques de la famille royale. Voltaire était très admiratif de l'ouvrage du père Duhalde, et il lui a véritablement rendu hommage à plusieurs reprises. Alors, en 2014, nous avions tenté de montrer que l'intérêt de la famille royale, de la cour de France pour la Chine, avait revêtu deux aspects principaux. Le premier, sur lequel nous n'approfondirons pas aujourd'hui parce que ce n'était pas notre sujet, était le lancement par Louis XIV d'une active politique diplomatique en direction de l'Empire du Milieu, amorcée avec la célèbre mission jésuite de France, parvenue sous des prétextes scientifiques à la cour de Pékin en 1688, et qui permit vraiment de nouer des relations durables et privilégiées entre les deux pays. Cette mission jésuite de France, elle prenait évidemment la relève de missions plus anciennes. Le premier jésuite à être parvenu à accéder à la cour de Chine, c'est le fameux père Matteo Ricci, qui a véritablement fondé une véritable méthode d'approche, si on peut dire. Et puis, le relais a été pris par des pères de jésuites d'autres nationalités, notamment le père Verbiest, que vous voyez ici, ou le père Charles, l'un était flamand, l'autre était allemand, et qui avaient des talents dans le domaine de l'astronomie très considérables, et qui sont, grâce à leur connaissance, sont parvenus à entrer en contact avec l'empereur Shunzi, ici, le père du petit Kangxi, qu'on devine ici, et grâce à eux, les jésuites occupaient une place essentielle à la cour de Chine. Et cette place, ils vont la conserver tout au long du XVIIIe siècle, malgré les aléas de l'histoire, malgré la querelle des rites, malgré quelques persécutions de chrétiens en Chine. Et lorsque la compagnie de Jésus sera interdite dans toute l'Europe, eh bien, il y aura encore des jésuites à la cour de Chine qui occuperont une place tout à fait importante. Alors ça, c'était un aspect.
Cette politique a connu donc des prolongements jusqu'à la fin du XVIIIe siècle parce qu'elle était soutenue par le roi. Elle était entretenue aussi par un personnage essentiel pour nous, qui est le contrôleur général des finances puis secrétaire d'État Henri-Léonard Bertin, qui était un sinophile convaincu, qui était en correspondance perpétuelle avec des pères jésuites en Chine, qui s'intéressait beaucoup aux productions artistiques et industrielles chinoises et qui entretenait cette relation si particulière. Et évidemment, vous pouvez imaginer que cette relation si particulière a eu des répercussions à la cour de Versailles et a eu des répercussions sur la française. Ici, une pièce de la première tenture chinoise tissée à Beauvais et à la extrême fin du XVIIe siècle. Donc, voilà ici le très, très beau portrait de Léonard Bertin, qui appartient toujours aujourd'hui à l'un de ses descendants. Donc, ce personnage qui a joué un rôle tellement important, d'autant plus important pour la manufacture de Sèvres, qu'il avait la tutelle de Sèvres dans ses attributions. Donc, on verra que ce n'est pas anodin. Alors, le goût de la famille royale, de la cour de France pour les productions artistiques venues du pays de Cathay, que l'on pourrait appeler, pour simplifier, le goût chinois, constituait le deuxième volet de cet intérêt et de notre exposition de 2014. Alors, je n'utiliserai pas à dessein le terme de chinoiserie à ce propos, c'est un terme qui n'apparaît qu'au XIXe siècle et qui a toutefois un aspect un petit peu péjoratif. Je préfère parler de goût chinois, le goût chinois qui comportait plusieurs facettes. Et le premier, bien sûr, c'était un goût, une attraction profonde pour les productions artistiques venues de la Chine, parfois en très grand nombre, par l'intermédiaire au XVIIe siècle de la VOC, la fameuse Compagnie des Indes néerlandaise, qui inonda le marché européen de ces plats qu'on appelle les plats crack, du nom des bateaux qui les transportaient, qui eurent tellement de succès aux Pays-Bas, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Le relais ensuite fut pris par la Compagnie des Indes françaises, mais qui devint active vraiment qu'à partir du début du XVIIIe siècle. Donc, les compagnies des Indes européennes vont transporter depuis la Chine, importer en Europe des objets en quantité astronomique et qui vont beaucoup séduire les Européens. La porcelaine particulièrement, c'est une matière qu'on ne connaissait pas, on admirait beaucoup la porcelaine, on cherchait vainement à la fabriquer en Europe, on n'avait pas encore trouvé le secret. Mais les compagnies des Indes apportaient aussi des lacs, des petits pains chinois, des éventails, des pièces d'orfèvrerie. Et voilà effectivement cette petite berceuse que Catherine a évoquée tout à l'heure, que nous avons pu acquérir en 2018, qui est une petite pièce en argent fabriquée en Chine, rehaussée de vermeil, et qui faisait partie des cadeaux des ambassadeurs du Siam à Louis XIV, qui est aujourd'hui le seul. Dans les cadeaux des ambassadeurs du Siam, il y avait aussi beaucoup de porcelaine, il y avait des lacs, il y avait des objets chinois, des objets japonais, et il y avait pas mal de pièces d'orfèvrerie pour le roi, il y avait aussi des objets pour d'autres membres de la famille royale. Et grâce à des numéros qui sont inscrits à la base de cette pièce, on a pu démontrer qu'elle avait figuré parmi les cadeaux du Siam, bien décrits par des documents contemporains. Alors, le goût pour les objets venus de Chine est déjà ancien en France au XVIIe siècle, puisque dans la première moitié du XVIIe siècle, deux grands collectionneurs, on a surnommé Mazarin ici, Patrick Michel qui a étudié Mazarin parle de prince des collectionneurs, Mazarin mais Richelieu également ont possédé des objets chinois. Voilà, voici ici une petite coupe en jade chinois, en jade blanc, qui a appartenu à Mazarin, qui a été achetée par Louis XIV aux héritiers de Mazarin en 1665 et qui est conservée aujourd'hui au musée Guimet. Alors, les objets donc arrivaient en nombre important en Europe et on parlait d'objets de la Chine en un seul mot, on parlait aussi de lachinage, L-A-C-H-I-N-A-G-E, et le mot chiné aujourd'hui tire son origine de ces deux termes.
Alors, ce goût pour les objets venus de Chine se poursuit au début du XVIIIe siècle. Et vous savez que beaucoup d'Européens, comme au Portugal, en Espagne, mais la mode va être lancée aussi en France. Des aristocrates et le roi de France, Louis XV, vont commander des pièces, des services entiers, des services en porcelaine armoriés. Voilà ici les 6 pièces que nous possédons aujourd'hui du service de Louis XV, qui a été livré à la fin des années 1730 au roi, qui porte ici les armes de France, collier du Saint-Michel, du Saint-Esprit, et qui montre l'importance de ces importations. Alors, cette attirance des Français, comme de beaucoup d'Européens, pour l'art chinois, a eu évidemment plusieurs conséquences. On a, alors, pardon, pour terminer avec les importations de porcelaine de Chine, vous voyez qu'elles se poursuivent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, ici, les 2 aiguières, enfin, ce sont des vases de Domu chinois, montés avec d'admirables montures en bronze doré, qui les transforment en aiguières, achetés par Marie-Antoinette pour le cabinet de la Méridienne à Versailles, qui était un endroit particulièrement raffiné. Alors, on achète ces objets en grande quantité, on tente aussi de les copier. Hein, et ce phénomène, on le connaît très très bien dans 2 domaines principaux. D'abord, dans le domaine de l'ébénisterie, on a tenté de copier les lacs de Chine et les lacs du Japon. Vous avez le plus bel exemple royal versaillais, c'est évidemment ce grand bureau plat que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est conservé aujourd'hui au Metropolitan à New York et qui est revêtu d'un vernis rouge à l'imitation des lacs rouges de Chine. Donc, tentative de copier ces objets tellement et qui intriguent tellement, ces matériaux qui intriguent tant les Européens. Et puis ici, nous en reparlerons tout à l'heure, mais voilà la garniture de 3 vases œufs à décor chinois achetés en 1976 par la reine Marie-Antoinette et qui montre que là, voilà, on a tenté de copier le matériau même de la porcelaine chinoise, c'est-à-dire cette porcelaine kaolinique qui faisait rêver depuis si longtemps. Une autre conséquence de ce goût chinois, c'est le fait que les sujets chinois s'introduisent dans l'art français. Un des premiers exemples dans le domaine de la peinture, c'est cette chasse chinoise avec l'inévitable pagode à l'arrière-plan, qui appartient au cycle des 9 chasses exotiques peintes pour le roi, pour les cabinets du 2e étage à Versailles. Et c'est un des premiers exemples que l'on connaît où la Chine s'introduit dans le sujet même du tableau. La Chine s'introduit aussi, le goût chinois s'introduit dans l'architecture française. Le triangle de porcelaine qui a été élevé en 1670 par Louis Le Vau pour Madame de Montespan à la demande de Versailles est recouvert sur les murs de parements en faïence bleue et blanche qui veulent imiter la porcelaine de Chine bleu et blanc. On a toujours pensé que cette idée venait de la fameuse pagode de Nankin, qui était revêtue à chaque étage de parements de porcelaine, cette fois-ci en bleu et blanc. Dans le domaine de l'architecture, les choses seront encore plus vraies à la fin du siècle dans ce qu'on appelait les jardins anglo-chinois, et notamment à Versailles, dans le parc du Trianon. La peinture et d'autres exemples dans le domaine de la peinture, vous connaissez, vous avez pu voir peut-être à moment de l'exposition que nous avons consacrée au goût de Marie Lesinska, ces panneaux chinois, enfin à sujet chinois, peints par des peintres qui travaillaient pour la reine, et qui montrent une Chine qui n'est pas totalement imaginaire. Ces panneaux chinois s'inspirent certainement pour certains éléments de livres illustrés sur la Chine, peut-être de l'ouvrage de William Chambers, c'est une chose encore qu'il faut vérifier. Et un des derniers aspects de cette passion, de ce goût pour la Chine, c'est qu'on a une passion pour les objets de la Chine, mais on n'hésite pas à les transformer, peut-être parce qu'on les admire beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas commettre de contresens à propos de ces porcelaines montées, qui ont été dotées de montures en bronze doré. Si on leur associe des montures aussi belles, de si grande qualité, c'est parce que
on les considère comme des objets extrêmement précieux. Vous le reconnaissez ici, alors il n'y a qu'un objet mais qui se reflète dans la glace, la fontaine à parfum de Louis XV qui lui a été livrée par le marchand mercier Hébert en 1743, et c'est un vase, Lisbeth, mais c'est la monture avec le petit robinet à la base en forme de cygne qui transforme cet objet en fontaine à parfum. Voilà. Un autre exemple que j'aime bien montrer, c'est ce tabouret de jardin chinois qui a appartenu au duc d'Aumont et qui a été monté à l'instigation du puis ensuite à Louis XVI, à l'instigation du duc d'Aumont, qui a reçu cette garniture cette monture en bronze doré avec ses anses à tête de lion, qui font de cet objet un vase d'ornement, un vase décoratif, alors que c'était un objet utilitaire à l'origine avec une destination complètement différente. Alors, de même qu'on modifie l'aspect des porcelaines en adjoignant des montures en bronze doré, il arrive, ça c'est peut-être plus compliqué à comprendre aujourd'hui pour nos contemporains, il arrive que l'on dépaisse des cabinets, des paravents japonais ou chinois de leurs panneaux de laque pour les plaquer sur des meubles d'ébénisterie française. Un bel exemple de la commode de Gaudreau qui a été exécutée par le fournisseur du garde-meuble royal pour la chambre de Louis XV à Choisy en 1744, et l'on sait que le garde-meuble royal a fourni à l'ébéniste les panneaux d'un paravent en laque du Japon pour exécuter cette commande. Donc, vous voyez, le goût chinois revêt de nombreuses facettes. Il se développe tout au long du XVIIIe siècle, largement tout au long du XVIIIe siècle, et seule la Révolution donnera un coup d'arrêt à ce goût chinois qui persiste encore d'ailleurs au début du XIXe siècle. Dernier exemple de ce goût vraiment tardif, de ce goût chinois, voilà deux vases que Louis XVI a pu acheter à la vente du duc d'Aumont en 1782. Pas une paire tout à fait, vous voyez que l'un est plus grand que l'autre. La couverte n'a pas exactement du même ton. Ce sont des vases très vénérables puisqu'ils datent du XIVe siècle. Et évidemment, la monture leur donne un aspect différent. Alors, venons-en maintenant plus précisément au goût profond de Louis XVI. Donc, vous avez le portrait ici par Calais en 1779. Ce portrait est quasi contemporain des objets que je vais vous montrer dans un instant. Donc, c'est important de le voir. Louis XVI, il faut redire quelques mots sur Louis XVI, qui est un personnage tellement mal connu et mal aimé. Louis XVI n'a jamais cessé, tout au long de son règne, et de multiples façons, c'est quelque chose que je tiens à dire beaucoup, n'a jamais cessé d'exercer un véritable mécénat à l'égard de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres. Il hérite donc de la manufacture à la mort de son grand-père, le 10 mai 1774, et il va lui accorder sa protection tout au long de ce règne jusqu'à l'époque où il est quasiment prisonnier au château des Tuileries. Alors, il y a eu des travaux tout à fait pionniers, formidables sur Louis XVI, et je vous renvoie aux travaux de Pierre Verlet, de Sir Geoffrey de Bellaigue, ou plus récemment aux travaux de Christian Bollez. Et nous savons beaucoup de choses aujourd'hui sur le goût de Louis XVI et sur son attachement pour les porcelaines produites à Sèvres, que ce soit dans le domaine des vases, dans le domaine des pièces de service, de la sculpture, dans le domaine des plaques ou des tableaux de porcelaine. Donc, si le roi devint effectivement, à son avènement, le propriétaire à part entière de la manufacture royale, il en devint aussi le meilleur client, le plus grand protecteur, multipliant les achats pour lui-même, pour son propre compte, pour celui de la famille royale, mais également à l'intention de ministres ou d'officiers méritants, ou encore les offrant en guise de cadeaux diplomatiques, politiques qui, vous le savez, avait été initié par Louis XV dès 1758. Donc, je ne parlerai pas de tous les sujets qui ont intéressé Louis XVI, mais sachez que la palette est très grande puisqu'il s'est intéressé au sujet historique, au sujet mythologique, au sujet littéraire, au sujet familier. Et nous allons ce soir nous concentrer sur les sujets chinois auxquels nous allons, j'espère, vous montrer qu'il a accordé un intérêt très grand pendant plusieurs années. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cet intérêt de Louis XVI
et soutenu, encouragé par Bertin, le ministre qui a la manufacture de sève dans ses attributions. Bertin est un cynophile, peut-être le plus grand cynophile du XVIIIe siècle. Il s'intéresse beaucoup au progrès technologique de la manufacture royale, de la même façon qu'il s'intéresse au progrès technologique chinois. Et il s'implique en particulier dans la mise au point de la pâte dure à base de kaolin à la manufacture royale. Tous ces éléments ont sans doute contribué à ce renouveau au milieu des années 1770 des décors chinois, désormais exécutés sur un support qui permettait de grandes prouesses techniques et des nouveautés qu'on ne connaissait pas sur la pâte blanche. Alors, pour la naissance de la pâte dure à sève, je vous renvoie bien entendu aux travaux fondamentaux d'Antoine d'Albis sur la question, mais sachez que finalement, en 1773, peu avant la mort de Louis XV, la manufacture maîtrise suffisamment la technique de la pâte dure pour se lancer dans la création de vases, de pièces de sculpture, de pièces de service, de pièces de toilette, dotées de fonds de couleurs nouveaux qu'on ne connaissait pas en pâte tendre, dotées d'une palette de couleurs très nouvelle et de formes aussi, de fonds de couleurs nouveaux et de formes nouvelles. Alors, cette concomitance, je dirais, de la maîtrise de la pâte dure et du rôle fondamental de Bertin explique sans doute, en tout cas en grande partie, la qualité des œuvres à décor chinois qui ont été exécutées à Sèvres en pâte dure au milieu des années 1770. Cette qualité est attestée magnifiquement dans les objets, dans l'exécution de ce cabaret que vous avez sous les yeux. Vous avez ici un ensemble qui est conservé aujourd'hui à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, mais que nous avions pu faire venir en 2014 à l'exposition La Chine à Versailles. Et si vous regardez bien cet objet, vous verrez que le décor du plateau en particulier est extrêmement savant. Vous avez plusieurs scènes qui occupent la surface du plateau. On trouve d'autres scènes différentes sur chaque élément, sur les tasses, sur la théière, sur le poêlet, sur le poêle à sucre. Et en réalité, ce qui est très intéressant, il s'agit de l'un des premiers achats d'objets à décor chinois par Louis XVI à la manufacture. On est en 1775, il l'achète en 1775 pour 720 000, une somme importante. Eh bien, on comprend que ce décor est très savant. Il est encore plus intéressant quand on sait que le peintre Louis-François Lescaut a utilisé, à la demande de Bertin, une source chinoise. Voilà. Alors, je vous montre. Vous voyez que les scènes qui sont décrites ici décrivent la culture du riz en Chine, évidemment une occupation très importante. Regardez bien cette petite maison, les rizières qui sont là. Et ces scènes, voilà un petit montage que je vois à ces scènes s'inspirent d'une planche gravée et aquarellée d'un album qui s'appelait le Genzitu, G-E-N-Z-H-I-T-U, dont Bertin a possédé 2 exemplaires. Le Genzitu, c'était un album qui était diffusé en assez grand nombre en Chine à la demande de l'empereur Kangxi au début du XVIIIe siècle et qui est donc qui est réalisé avec des planches, on y trouve des poèmes, on y trouve aussi des planches gravées puis aquarellées qui décrivent à la fois la culture du riz et la fabrication de la soie, donc 2 activités essentielles en Chine. Et Bertin possédait 2 exemplaires de ce Genzitu qu'il avait reçu de l'un de ses correspondants jésuites en Chine, et il a retiré certaines planches de l'un des albums pour les mettre à la disposition de Lescaut. Et Lescaut s'en est servi d'une planche qui est ici pour peindre le plateau, et d'autres planches. On retrouve les scènes qui sont sur les petits éléments. On les retrouve sur d'autres planches de l'album. Alors, ces planches aujourd'hui ont disparu, ne sont plus conservées aux archives de Sèvres. En revanche, le 2e album qui appartenait à Bertin, qui est à la Bibliothèque nationale de France, et dont aucune planche n'a été retirée, a permis de montrer, nous a permis de montrer ces sources chinoises très, très intéressantes pour cet ensemble. Voilà.
Ah oui, en fait, la bibliothèque de Bertin a été confisquée pendant la Révolution et cette bibliothèque extrêmement importante se trouve aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. Il y a beaucoup notamment de livres chinois. Alors, le cabaret que je vous ai montré précédemment n'était pas le premier achat de pièces à décor chinois du roi. Le premier achat réellement d'un ensemble à décor chinois par Louis XVI, c'est ce cabaret avec un plateau dit à ruban, avec deux tasses. Donc on parle de cabaret parce qu'il y a deux tasses. L'une d'elles, celle-ci, est un remplacement. Elle ne figurait pas à l'origine dans cet ensemble. Mais les différents éléments portent la lettre d'Adv pour 1774, également la marque de l'écho, qui a même signé en toutes lettres le plateau revers, car il devait être particulièrement fier de l'ensemble. Alors, sur cet objet, comme sur le précédent, vous voyez que l'or est utilisé en grande abondance par le peintre. Par exemple, le tertre où sont placés les personnages est entièrement peint à l'or. C'est de l'or qui n'est pas bruni, qui est un brun un peu vert par endroits. Et tous les visages de femmes, par exemple ici, les petits enfants ici, sont cernés très finement d'un filet d'or. Donc l'or est utilisé en grande abondance, mais il est bruni par endroits, c'est-à-dire qu'on le fait briller par endroits avec une agate, mais il ne l'est pas. Ici, il ne l'est pas. Et ce qui lui donne des tonalités très belles et qui fonctionnent très bien sur la surface de la pâte dure. Alors, ce cabaret a une histoire un petit peu étrange parce que on sait que Louis XVI finalement ne l'a pas conservé. Il l'a rendu à la manufacture et il a été acheté par ses tantes, mesdames, Madame Adélaïde ou Madame Victoire, au début de l'année suivante, au début de l'année 1760. Alors, d'autres membres de la famille royale ont cédé dans les mêmes années à la mode chinoise de Sèvres, hein, et la reine Marie-Antoinette a possédé à Versailles puis à Saint-Cloud cette somptueuse garniture que vous connaissez sans doute, qui était exposée en tout cas à Versailles en 2014, qui est revenue dans les collections de Versailles en 1983. Voilà. Alors, c'est encore l'auteur du décor et de nouveau l'écho dont on reconnaît vraiment la marque, sa façon de réaliser ces tertres peints à l'or, les personnages. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, je remercie beaucoup Vincent Bastia qui a trouvé certaines scènes. Les scènes sont très bien composées, toujours chez l'écho. La scène qui est à l'avant du grand vase principal a été peinte d'après une œuvre de Boucher. Donc, ça veut dire que même Boucher, après sa mort, est encore un modèle à copier à la manufacture. Donc, ce sont en fait trois vases façonnés en trois parties. Vous avez le pied-douche, la panse et le couvercle, qui sont réunis par une très très belle monture en bronze doré qui est percée ici, ce qui fait que ces vases peuvent être considérés comme des pots pourris. Des montures en bronze doré, ajourées, hein, voilà. Et alors ces vases, on pense qu'ils ont été inventoriés pendant l'époque révolutionnaire au château de Saint-Cloud, mais on pense qu'ils ont été achetés par la reine pour Versailles, tout d'abord, et transférés à Saint-Cloud après 1785. Vous savez que Louis XVI achète Saint-Cloud pour Marie-Antoinette, et pas mal de pièces des collections de la reine sont transférées à Saint-Cloud à ce moment-là. Donc, on devine des petits personnages vaquant à différentes occupations sur ces tertres peints à l'or, cet or à la fois brun et vert. Alors, voilà un montage qui vous permet de connaître la source. Voilà, ça c'est le vase principal, le vase central. Et ici, on a pu retrouver la source de la scène qui est ici, qui est en fait le frontispice de la suite des figures chinoises, qui a été gravé par Jean-Baptiste Well d'après des dessins de Boucher. Voilà la reine qui était destinée cet ensemble. Et voilà les vases replacés ici dans le cabinet doré dans l'appartement intérieur de la reine. Alors, Marie-Antoinette n'était pas la première personne à avoir acquis des vases œufs à décor chinois.
Le premier, c'est le comte de Provence qui a acheté ces 3 vases en 1760, dès 1775, 3 vases transformés aussi en pot pourri par une très belle monture en bronze doré, un petit peu différente de la monture précédente. Il y a des variantes dans la monture. Là encore, l'ensemble est peint par l'écho et on retrouve un peu les habitudes de l'écho, une très belle composition, très aérée, mais très savante. Alors, le modèle des vases œufs, qu'on appelle les vases œufs à monter avec couvercle dans les registres de la manufacture de Sèvres, semble avoir été créé en 1773 et il est toujours conservé aujourd'hui. Alors, cette garniture n'est plus en France aujourd'hui, elle est dans une grande collection particulière américaine. Donc, voilà, le comte de Provence là, a eu la primeur à la fois de cette forme de vase et de ce décor chinois sur ces. Marie-Antoinette a été séduite à plusieurs reprises par les décors chinois, puisque en décembre 1779, elle achète une nouvelle garniture de vase à décor chinois, rehaussée d'une très belle monture en bronze doré, que vous voyez ici. Ces 3 vases sont conservés dans les collections de la reine d'Angleterre. Le vase central s'appelle un vase du Plessis à bandeau. Hein. C'est uniquement le bandeau qui est rehaussé d'un décor de personnages chinois. Le reste du vase est orné d'un fond dit taillandier ou à œil de perdrix. Et les 2 vases latéraux s'appellent des vases du Plessis à monter. Et effectivement, ils ont reçu une monture en bronze doré. Malheureusement, ils ont perdu leur couvercle. On sait que c'est Asselin qui a réalisé ce décor chinois, de personnages chinois. Et au revers, il y a des oiseaux qui sont peints par Fallu. Ces 3 vases ont été acquis par Georges IV en 1817 et donc figurent depuis le début du XIXe siècle dans les collections royales anglaises. Alors, non, pardon, je vous dis une bêtise. Les 2 vases latéraux ont été achetés en 1817 par Georges IV. En revanche, le vase central qui avait été séparé des 2 vases à l'époque révolutionnaire a été acheté très récemment par la reine d'Angleterre, puisqu'elle l'a acheté en 2004. Alors, mesdames, tante de Louis XVI, Madame Adélaïde était d'abord très friandes de porcelaine de Sèvres. Elles ont acheté énormément de pièces de Sèvres. Et elles étaient aussi grandes amateurs de porcelaine de Chine. Et elles ont acheté un nombre important de pièces de Sèvres à décor chinois. Nous avons vu plus haut qu'elles ont racheté en 1776 le déjeuner à ruban qui avait été acquis par Louis XVI et puis rendu à la manufacture. Et on sait qu'elles achètent. On ne sait pas, est-ce que c'est à la fin de l'année 1775 ou au début de l'année 1776, ce déjeuner avec un très beau plateau Courteil, là encore décoré par l'écho. Vous trouvez le style de l'écho qui est assez évident, avec toujours cette très jolie perspective. Et ces fonds d'or très importants et ces personnages soulignés d'or. Et cet ensemble a été acheté pour 600 livres. Alors, Madame Victoire et Madame Adéline achètent chacune un déjeuner à 600 livres, l'une en décembre 75, l'autre en janvier 76. Donc, on ne sait pas si celui-ci correspond à l'achat de décembre 75 ou de janvier 76. En tout cas, c'est une des 2 tantes de Louis XVI. Et c'est un très bel ensemble. Mais le coup de maître de Madame Adélaïde, le voilà, lorsque celle-ci achète en 1783 cette extraordinaire garniture de 5 vases à fond bleu lapissé d'or réalisée par Nicolas Schrade et dorée par le talentueux Vincent. Cette garniture est dispersée aujourd'hui. Hein, alors, 4 vases, les 2 côtés, ici, chaque côté, sont conservés eux aussi dans les collections royales anglaises. En revanche, le vase central, qu'on appelle le vase chinois de milieu dans les registres de la manufacture, est revenu à Versailles en 1994 grâce au don extrêmement généreux d'Hubert de Givenchy.
Alors, je voudrais remercier beaucoup Vincent Bastien d'avoir réalisé pour moi ce petit montage qui vous permet de voir cette association un peu étonnante de ces 5 vases. Ce qui les réunit, c'est ce fond bleu lapissé d'or tout à fait extraordinaire du Ashrad. Alors, les vases, ces vases-là s'appellent sont des vases chinois de côté, mais on dit qu'ils sont des têtes de morue. Et les vases qui sont aux extrémités s'appellent les vases cygnes. Les vases buire à cygne. Voilà. Alors, sur le vase qui est à Versailles, le couvercle est censé simuler un parasol chinois et les anses simuler des têtes de mandarins chinois. Voilà. Je pense que les intéressés auraient été très, très surpris. Alors, là encore, le comte de Provence a été un précurseur, alors voilà, pardon. Nous avions réuni en 2014, nous avions pu réunir 3 des 5 vases. Nous avions emprunté ces 2 vases à la reine d'Angleterre. Et voilà une photo dans l'exposition de 2014. Et je vous dis que le comte de Provence avait là encore joué un rôle de précurseur, puisque dès 1780, il avait acheté à la manufacture de Sèvres cette extraordinaire garniture de 3 vases. On retrouve la forme du vase chinois à tête de mandarin chinois, et puis les 2 vases de côté à tête de morue, si étrange. Voici, le décor n'est pas dû à Lico, mais à Jean-Jacques Dieu, qui est un peintre qui a peint beaucoup de scènes chinoises également, la manufacture. Et tout cela se détache sur un fond jaune appelé fond souci à la manufacture de Sèvres. Alors, revenons maintenant. Je voulais simplement vous montrer que ce goût pour les décors chinois de Sèvres dans les années 1770 est très prégnant chez plusieurs membres de la famille royale. Le roi n'est pas le seul, mais maintenant, regardons de très près quelques objets et surtout, nous terminerons par nos dernières acquisitions en la matière. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait une émulation très forte entre les différents membres de la famille royale, qui était évidemment favorable à l'acquisition de ces pièces de Sèvres à décor chinois. Alors, vous connaissez bien cet objet, je ne m'appesantirai pas sur lui. Vous connaissez ici cette plaque peinte par Asselin qui représente l'empereur de Chine, l'empereur Qianlong, qui est le contemporain de Louis XVI. Cette plaque a été acquise par le roi, cette plaque en porcelaine dure, elle a été acquise par le roi en 1776. Et elle est restée à Versailles, elle n'a pas été aliénée à l'époque de la Révolution, elle n'a pas été vendue, elle est restée comme les plaques des chasses jusqu'en 1816 à Versailles, et puis finalement au 19e siècle, elle est partie au Louvre, et elle a été curieusement attribuée tardivement au département des arts graphiques, qui nous l'a déposée récemment, en 2000, je crois exactement. Voilà, alors cette plaque est peinte sur, ce portrait est peint sur une plaque en pâte dure. Elle est munie d'un cadre en bois doré, puisque c'est un tableau de porcelaine destiné à être accroché au mur comme un véritable tableau. Mais vous voyez que la plaque elle-même simule un cadre dans le cadre, qui est cette très belle bordure peinte à l'or, avec des fleurs orientales, et un phénix ici à la partie basse qui se veut chinois. Alors, comme Asselin était également d'horreur, on peut supposer que c'est lui qui est l'auteur de cette bande peinte à l'or. Alors, cette plaque, elle est achetée donc en 1776 par le roi, et dans les registres, elle est décrite ainsi: un tableau, empereur de la Chine, 480 000, c'est le prix d'achat. Et on la retrouve en 1791 mentionnée dans l'inventaire des porcelaines, dans l'appartement intérieur du roi et dans le cabinet d'angle étant une des pièces les plus précieuses de l'appartement. Le cabinet d'angle, tel qu'il est aujourd'hui, après les travaux de restauration qui ont eu lieu. Donc, l'empereur est représenté en buste, coiffé d'un bonnet de fourrure, surmonté d'une grosse perle ronde. Et cette plaque a été peinte en réalité d'après un dessin, là encore fourni à la manufacture par Bertin, un dessin du frère Panzi, qui représentait l'empereur Qianlong.
Le frère Panzi, c'était un père jésuite qui était présent à la cour de Chine et proche de l'entourage impérial et qui était peintre. Alors malheureusement, ce dessin du frère Panzi qui a servi de modèle à Asselin est perdu aujourd'hui. Mais par chance, ce dessin a été gravé au XVIIIe siècle et donc nous en connaissons l'aspect d'après la gravure de Martinet, gravure qui a servi à illustrer le frontispice des mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages des Chinois, en fait, qui est une collation de descriptions réalisées par les pères jésuites à l'instigation de Bertin qui avait financé l'entreprise. Et donc, les mémoires ont commencé à apparaître en 1776, donc sont tout à fait contemporains de la plaque destinée à Louis XVI. Alors, ce que l'on sait, c'est que, en réalité, trois plaques presque identiques, certainement, ont été réalisées. Donc, la plaque destinée à Louis XVI date de 1776. En 1779, une deuxième plaque de porcelaine représentant l'empereur Qianlong est acquise par le roi pour être envoyée en Chine. Alors, pas le temps aujourd'hui de vous parler des cadeaux envoyés à la Chine par l'intermédiaire à l'instigation de Bertin, mais Bertin menait une véritable politique diplomatique parallèle à l'égard de la Chine et confiait aux jésuites les cadeaux qu'il voulait voir arriver à destination auprès de l'empereur. Et puis on sait qu'en 1785, une troisième plaque est réalisée pour Bertin lui-même, qui coûtait beaucoup moins cher, qui coûtait 192 livres, donc on peut penser qu'elle était plus petite ou de moindre qualité. Donc le dessin de Panzi a eu du succès puisqu'on a réalisé 3 plaques à partir de ce dessin et on a créé aussi cette figure en biscuit. Ça c'est l'exemplaire qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris, mais par Boiseau. C'est une création de Boiseau, toujours d'après le dessin de Panzi. Et on sait que les premiers exemplaires de ce biscuit, qui ont été vendus à partir de 1776, ont été vendus notamment à la duchesse de Mazarin et à Madame Adélaïde, toutes deux très grands amateurs de porcelaine de Chine. En 1777, la comtesse d'Artois achète un exemplaire à son tour, mais le roi n'a jamais acheté cette figure. Il avait la plaque, c'était déjà très bien. En revanche, Louis XVI achètera cette autre figure extrême orientale qui est le prince de la Cochinchine, qui est créé beaucoup plus tard, en 1787. Alors, venons-en maintenant à ces deux acquisitions récentes qui nous réunissent aujourd'hui. Et on constate que l'année 1780 est une année particulièrement importante en ce qui concerne les acquisitions du roi en matière de vases de Sèvres à décor chinois. Donc, en 2014, je l'ai dit tout à l'heure, nous avions pu exposer cette garniture complète de 3 vases à fond lilas, ce fond si particulier, différent du fond rose précédent de Sèvres sur pâte tendre. Ce fond lilas, on ne peut l'obtenir qu'en pâte dure. Ces 3 vases avaient été achetés par Louis XVI pour la somme très considérable de 3 600 livres. Alors, le vase central, je vous l'ai dit tout à l'heure, est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Les 2 vases se trouvaient alors dans une collection particulière. Nous avions pu les emprunter. Ils ont entre-temps changé de main. Et en 2019, nous avons pu les acquérir. Donc, vous voyez, comme les vases-œufs de Marie-Antoinette, comme les vases-œufs du comte de Provence, le principe est le même. 3 éléments réunis par une somptueuse monture de bronze doré. Celle du vase de l'Ermitage est complète. Vous voyez que vous avez un ananas en prise sur les 3 couvercles. Un ananas qui était un fruit exotique, qui se voulait un peu chinois. Il y a des petites clochettes ici sur la monture du vase de l'Ermitage qui n'existent plus sur les 2 pièces que nous avons acquises, dont elle est disparue au cours des âges. Voilà. Donc, c'est un très bel ensemble. Ici, alors le peintre n'est pas Lécaud, pas du tout son style, mais c'est Jean-Jacques Dieu, dont je vous ai déjà donné le nom tout à l'heure. Et il semble que Jean-Jacques Dieu se soit inspiré pour certaines… Alors, ce sont
les compositions de Dieu sont très différentes des compositions de l'écho. Ce sont des petites scènes juxtaposées, peut-être dans un esprit justement plus chinois que les compositions de l'écho. Et il semble que certains éléments, voilà les deux bases que nous avons acquis récemment, voilà quelques détails. Il semble que certains éléments soient empruntés à l'œuvre de Pillement, qu'on a pu reconnaître, notamment une scène qui représente un petit dragon ailé et qui vient directement d'un dessin de Pillement. Ici, voilà, un détail qui vous montre d'abord la qualité de la dorure, hein, qui est merveilleuse. Vous voyez que Dieu utilise aussi l'or qui n'est pas bruni pour former notamment les troncs d'arbres ou les petites tertres sur lesquelles sont placés les personnages chinois. Alors, le travail est extrêmement complexe sur le fond lilas et très différent de ce que l'écho a pu faire sur le fond blanc, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu a gratté la surface du décor, du fond lilas, pardon, pour former à la fois son décor à l'or et le décor peint en polychromie. Alors, on voit bien ici le petit filet d'or qui cerne les personnages, et ces petits filets d'or, ils ont l'avantage de cacher la jonction entre le fond lilas et le fond blanc de la porcelaine que l'on découvre quand on gratte la surface. Donc ça, c'est une technique extrêmement intéressante, extrêmement minutieuse, et on sait que dans les travaux des peintres, où on retrouve trace de ces vases, eh bien, il est bien indiqué que Dieu a gratté le fond de couleur, ce qui est un travail tout à fait inouï. J'essaye de vous retrouver la mention exacte dans les travaux extraordinaires. Voilà, une garniture de 3 vases œufs en lilas, j'aime beaucoup cette expression, en lilas, pour Jean-Jacques Dieu, est gratté et chinois, pour lequel il a reçu une gratification de 288. Alors, ces vases, nous avons appris grâce au registre K506, qui est un ensemble de documents d'archives qui est conservé aux archives nationales et qui récapitule les achats du roi à la manufacture de Sèvres, notamment pour l'année 80. Nous apprenons que ces vases, Louis XVI ne les a pas achetés pour lui-même, mais il les destinait à sa sœur, Madame Élisabeth. Et effectivement, voilà ce qui est dit dans le registre K506. Année 1780, une garniture de vase envoyée chez Madame Élisabeth, 3600 livres. Ça correspond exactement au prix d'achat et c'est la seule mention qui correspond parfaitement en date. Voilà, et ceci explique peut-être que on ne mentionne pas cette garniture de vase dans l'inventaire des porcelaines réalisé dans l'appartement intérieur du roi en 1791. En revanche, ils ont sans doute été envoyés au château de Montreuil, qui avait été accordé à Madame Élisabeth. Et en revanche, ils partent avec les collections royales et d'autres objets des collections de Madame Élisabeth en 1789 aux Tuileries, après le départ de la famille royale. Et ils sont décrits à Paris, aux Tuileries. Ils sont transférés au Louvre en février 1793. Et à partir de cette date, malheureusement, les vases font l'objet de 2 lots différents. Alors, je vous montre encore quelques jolis détails. Voilà le petit dragon ailé dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été peint d'après un dessin de Pillement. Voilà le grand vase qui est conservé aujourd'hui à l'Ermitage. Voilà. Alors, je reviens en arrière, montrer la garniture. Voilà. Malheureusement, à l'époque révolutionnaire, comme c'est souvent le cas, d'une garniture de 3 vases, on a fait 2 lots. Hein, et c'est à ce moment-là, à partir de cette date-là, les vases connaissent un sort différent. Alors, je vais retrouver. Voilà, ils sont transférés donc au Louvre, depuis les Tuileries au Louvre en 1793. Et le grand vase est décrit ainsi: un grand vase de porcelaine fond lilas, orné de figures chinoises. Et le second lot qui comporte les 2 vases de côté, 2 vases plus petits faisant pendant, même couleur, mêmes ornements.
Ils sont envoyés ensuite, comme souvent, comme beaucoup de vases des collections de Louis XVI, à l'hôtel des Menus Plaisirs à Paris. Et ils sont inventoriés ainsi. Un grand vase de porcelaine de Sèvres formant neuf avec couvercle et pieds douche fournis là en nez de figure chinoise, et de vases plus petits faisant pendant, même matière, même couleur, mêmes ornements que ci-dessus. Manque 6 chutes à 3 sonnettes. Donc vous voyez que les petites cloches qui ornaient les vases de côté avaient déjà disparu à cette date. Ils sont ensuite envoyés à l'hôtel du garde-meuble, à l'hôtel de l'Infantado, c'est l'actuel hôtel Saint-Florentin. Et là, ils sont malheureusement vendus, séparés. À ce moment-là, on est en 1794, en 2 lots différents. Et ils vont connaître une vie différente. Le grand vase, en première grandeur, au centre, figure au XIXe siècle dans les collections du prince Yusupov en Russie. Et il a été confisqué à l'époque, après la Révolution russe, au moment de la Révolution russe, pardon, et il figure depuis 1925 dans les collections d'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Les 2 vases lilas de côté que nous avons pu acheter en 2019 réapparaissent au début du XIXe siècle dans une vente organisée à Londres par la maison Philips. A pair of old Sèvres urns, lilac brown, enamel in figures on scapes à la chinoise and mounted in ormolu. Voilà, description qui ne laisse pas beaucoup de doute. Et les vases, on perd ensuite de vue les vases lilas et ils réapparaissent au XXe siècle, en 1970, dans une vente organisée par la galerie Stucker à Berne. Là, ils sont, dans le catalogue, c'est assez amusant, ils sont réputés avoir appartenu à la reine Marie-Antoinette. Ils ont été achetés par un collectionneur allemand, puis sont entrés ensuite dans une collection anglaise avant que nous puissions les acheter. Alors, je terminerai cet exposé en vous entretenant de ces 2 vases à tête de lion que nous avons pu acquérir l'an dernier et qui constituent pour nous, pour diverses raisons, une acquisition majeure pour Versailles. Ces 2 vases tout à fait exceptionnels, on ne connaît pas d'autres vases de cette forme, à décor d'oiseaux chinois ici à l'avant et de paysages chinois à l'arrière, ont été façonnés en pâte dure de Sèvres et ils sont achetés par Louis XVI à la fin de l'année 1780. Donc souvenez-vous, les vases là avaient été achetés au début de l'année, en janvier 80. Ceux-ci sont achetés en 1780 avec 2 autres vases qu'on appelle dans les registres des ventes de la manufacture des vases jardins, c'est-à-dire des vases de forme Médicis. Voilà, les 2 autres vases qui étaient associés à l'origine au vase à tête de lion, je viens de vous montrer. Ces 2 vases jardins, donc des vases Médicis, ont été achetés, ont pu revenir au château de Versailles en 1990. Alors, les vases sont de formes sensiblement différentes, comme vous l'avez pu constater, mais ils présentent le même type de décor, c'est-à-dire ici, vous avez le côté des paysages chinois, de l'autre côté, vous avez de très beaux oiseaux chinois, très proches de ceux que nous avons ici. Il présente la particularité d'avoir tous été décorés par Chapuis, qui est un très bon peintre d'oiseaux, et qui a fait ces oiseaux chinois tout à fait merveilleux. Pour le moment, on n'a pas trouvé la source d'inspiration de Chapuis. On ne sait pas s'ils sont complètement sortis de l'imagination du peintre ou s'il y a un vrai modèle. Alors, ces 2 formes de vases sont dues à Duplessis fils, qui était bronzier. Et on sent que Duplessis s'est amusé en donnant le modèle de ses anses à tête de lion, qui ne sont pas en bronze doré, qui sont en porcelaine, mais qui simulent le bronze. Ici aussi, toute cette partie-là en relief est en porcelaine, en pâte dure, dorée, mais simule des montures en bronze doré que Duplessis avait l'habitude d'exécuter. Donc, ces 4 vases se retrouvent 225 ans après, ce qui est une grande joie. Ils avaient été achetés par Louis XVI pour une somme très très importante, 4 800 livres, lors des ventes qui se déroulaient à Versailles, dans l'appartement intérieur du roi. Vous avez plusieurs fois raconté que des ventes avaient lieu dans l'appartement intérieur du roi, dans ce
qu'on appelle aujourd'hui la salle à manger des porcelaines, la salle à manger aux salles neuves, et dans la pièce des buffets que nous avons pu aménager justement en 2019. Et les courtisans se sentaient obligés d'acheter lors de ces ventes les objets les plus extraordinaires, les plus coûteux, et ces ventes étaient toujours un grand succès. Après le départ de la famille royale pour Paris, les ventes se sont déroulées jusqu'en 1792 au Louvre. Alors voilà, un détail d'un des deux vases à tête de lion. Donc vous voyez cette très belle anse en porcelaine, ce mufle de lion magnifique, façonné donc d'après le modèle de Duplessis. Et vous avez un petit détail sur le très beau, un des très beaux oiseaux chinois. Et puis vous remarquez ce fond qui n'est pas à proprement parler un fond œil de perdrix, un fond taillandier, mais un fond mosaïque. C'est ainsi qu'il est décrit dans les registres de la manufacture. Voilà les deux vases. Vue de profil, je vous montre les profils parce que je trouve les profils extrêmement beaux, extrêmement élégants. Le détail des bandeaux avec les oiseaux chinois qui sont peut-être des oiseaux complètement fantaisistes. Une photo de la marque. Alors, vous avez la marque HP qui est la marque de Prévost, le doreur, et vous avez la marque, les lettres date CC pour l'année 1780. La présence de la couronne au-dessus des deux ailes entrelacées signifie bien sûr qu'il s'agit de porcelaine dure. En revanche, on n'a pas la marque de Chapuis sur ces deux vases, mais on les retrouve tellement bien décrits dans les travaux de Chapuis. Par ailleurs, Chapuis, lui, a bien signé les décors des deux vases jardins, et il y a tellement de similitudes entre les oiseaux que c'est évidemment lui qui est l'auteur du décor d'oiseaux des vases jardins, des vases à tête de lion, pardon. Alors, revenons aux vases à tête de lion. Voilà. Oui, dans les registres de la manufacture, on trouve la mention suivante. Dans les registres des travaux des peintres, notamment, il confirme bien que c'est Chapuis qui en est l'auteur. Chapuis, deux vases à tête de lion, oiseaux chinois sur terrasse et paysages en chinois. Chapuis est considéré comme un très bon peintre d'oiseaux avec Armand Lélé et avec Allon. Alors, après leur achat, les 4 vases furent placés dans la grande chambre de Louis XIV à Versailles, sur les 2 cheminées qui se font face, et nous n'avons pas encore pu les remettre. Ça, c'est au moment de leur acquisition en 1998. Pierre Risoli et Christian Bollez s'étaient amusés à placer les vases jardins sur une des 2 cheminées, et il avait toujours été dit que quand les 4 vases seraient réunis, eh bien on les installerait. Et vous vous imaginez que les têtes de lion, les anses en tête de lion, évidemment s'assortissent au mufle de lion qui ornent les cheminées en marbre bleu turquin aménagées dans la chambre du roi en 1761 à l'instigation de Louis XV. Alors, à l'époque révolutionnaire, les vases ont dès l'époque révolutionnaire, je dirais, une histoire différente. Il semblerait que les vases à tête de lion, donc ceux que nous venons d'acquérir, aient quitté Versailles très vite pour les Tuileries, très vite après le départ de la famille royale de Versailles en octobre 1789, car ils ne figurent pas dans l'inventaire des porcelaines dressé en 1791. Et dans l'inventaire de 1791, on parle, à propos de la chambre de Louis XIV, d'une paire de vases bacheliers à fond cramoisi, également à tête de lion, qui les ont sans doute remplacés. Donc ces deux-là partent dès 1789 pour les Tuileries. En revanche, les 2 vases jardins restent plus longtemps à Versailles, mais sont envoyés aux Tuileries finalement en décembre 1791, et sont placés dans la chambre du roi aux Tuileries, où ils ont dû retrouver des vases à tête de lion dont ils étaient séparés depuis 1789. Et là, on a un document qui décrit parfaitement ce transfert. 2 vases, idem, font lilas sablé à petites mouches et or, à paysages et oiseaux de 18 pouces sur 12 pouces, 3600 livres, retirés de la chambre de Louis XIV, destinée à la chambre du roi aux Tuileries.
Dans ce document, ils sont estimés pour une somme considérable. 3600 livres, c'est plus encore que le montant auquel ils avaient été achetés par Louis XVI à la manufacture. Alors, après le 10 août 1792, les 4 vases quittent les Tuileries, hein, puisque la famille royale quitte les Tuileries, et les vases sont transférés au Louvre, placés sous la garde du géographe Mantel. Les vases à tête de lion sont décrits ainsi: 2 vases de porcelaine fond blanc, ornés de mosaïques en or, sujets chinois et oiseaux. Ils sont ensuite apportés à l'hôtel des Menus Plaisirs en août 1793, où ils sont inventoriés ainsi: 2 vases de porcelaine de Sèvres, fond blanc, ornés de mosaïques en or, sujets de chinois et oiseaux, les anses soutenues par des masques de lion. Description extrêmement précise, filets et ornements dorés. Et enfin, le 12 février 1794, ils sont envoyés à l'hôtel du Garde-Meuble national avec les vases jardins, mais en deux lots séparés. Et on les décrit ainsi. L'hôtel du Garde-Meuble national, c'est ce qu'on appelait l'hôtel Infantado, c'est l'actuel hôtel Saint-Florentin. Et les 2 paires de vases sont donc bien mentionnés dans cet hôtel et sont vendus en 2 lots différents à l'occasion de loteries qui sont organisées en prairial en 3, c'est-à-dire en mai-juin 1784. Donc les 2 vases, les 2 paires évidemment connaissent un sort différent à partir de cette date. On perd la trace des vases à tête de lion tout au long du XIXe siècle. Ils réapparaissent au début du XXe siècle dans les collections de Sir Philip Sassoon en Grande-Bretagne. Ils sont vendus chez Christie's à Londres le 26 novembre 1919. Et en revanche, pour ce qui est des vases jardins, eh bien, ils réapparaissent au XIXe siècle dans une vente à Paris, à l'hôtel Drouot, en 1867, la vente des collections d'une certaine Madame Gallet. Ensuite, ils réapparaissent dans la vente des collections d'Édouard Chappet à la galerie Georges Petit en mai 1907. Pardon. Et les vases jardins donc, sont alors acquis par le marchand Charles Mannheim. Ils ont ensuite appartenu à la galerie Nicolier en 1978. Ils appartenaient à la galerie Nicolier. Leur photo est reproduite dans un connaisseur des arts de cette date-là. Ils sont présentés à la Biennale de 1978. Et voilà, donc les vases jardins sont arrivés à Versailles en 1998. Nous avons pu acheter ceci l'an dernier et nous les présentons actuellement dans une grande vitrine avec d'autres acquisitions qui concernent les collections de Louis XVI, de façon à ce que le public puisse les admirer de très près. Et nous les remettrons dès que possible dans la grande chambre du roi, comme l'avait souhaité Louis XVI. Voilà, je terminerai cet exposé un peu long, pardonnez-moi, par vous montrant cette image de ces 2 incroyables vases qui constituent peut-être les dernières acquisitions de Louis XVI en matière d'objets de Sèvres à décor chinois. 2 vases à fond noir, exécutés en 1790. Donc, vous voyez, ce sont des commandes du roi à une époque où il n'est plus à Versailles, il est aux Tuileries, hein, mais les achats continuent aux Tuileries jusqu'en 1792. Et ils ont été dotés, alors les décors de Girard, un décor essentiellement peint à l'or, ça s'inspire de motifs de pigments, hein, de dessins chinois de pigments. Et vous voyez que ces 2 vases, alors ces fonds noirs étaient destinés à imiter l'aspect des lacs de Chine, ou plutôt des lacs du Japon, qui sont extrêmement beaux, en tout cas pour les fonds noirs. Ces 2 vases ont été dotés de ces admirables montures en bronze doré, hein, sous la direction de Daguerre. Donc vous avez des motifs de dragons qu'on connaît déjà, motifs de clochettes aussi, qui était quelque chose un petit peu impulsif dans les bronzes dorés à la chinoise. Et ces vases ont été achetés par Georges IV d'Angleterre, présentés au Royal Pavilion de Brighton. Et Louis XVI les avait achetés en 1791 pour sa chambre aux Tuileries, hein, pour la somme totale de 1920 livres. Ils avaient été exposés donc, à la vente de production de la manufacture qui se déroulait au Louvre cette année-là.
Voilà, ils sont aussi décrits dans la liste des objets transférés des Tuileries au Louvre, deux vases fonds noirs, vieux lac de la Chine, la base bordée d'or moulu, Tourance des dragons ailés. Il n'y a pas beaucoup de doute sur leur provenance. Voilà, mais je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère vous avoir montré combien Louis XVI était amoureux de ces décors chinois, de la manufacture. Marina, nous vous remercions pour cette vraiment formidable intervention. C'est vraiment l'éloge de la virtuosité de la manufacture, des produits de la manufacture, enfin pas seulement, mais en tous les cas ceux que vous avez évoqués. Et on ne peut que vous féliciter des judicieux achats que vous avez pu orchestrer pour le château de Versailles, pour remettre in situ ces pièces fondamentales. Alors, peut-être, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de questions ce soir, eh bien, je vous demanderai si vous avez un instant pour nous parler des envois en Chine de Sèvres par Bertin. Alors, il y en a eu peut-être qui n'ont pas été évoqués par vous ce soir, à part la plaque. Oui. Alors, je vous le disais, Bertin menait une véritable politique diplomatique parallèle à l'égard de la Chine. Vous savez, l'empereur de Chine ne recevait pas d'ambassadeurs, ne voulait pas recevoir d'ambassadeurs étrangers. Et Bertin, très astucieusement, qui n'avait aucune mission diplomatique, a priori, tout à fait en dehors de ce que pouvait faire le ministère des Affaires étrangères, était parvenu à envoyer des cadeaux à l'empereur de Chine grâce aux jésuites présents à la cour qui se chargeaient d'offrir des cadeaux à l'empereur. Et il a confié notamment, l'exemple le plus célèbre, c'est lorsqu'il confie à deux jeunes jésuites chinois qui sont venus se former en France, Ko et Yang, en 1764-65, il leur confie un certain nombre de pièces produites à Sèvres, destinées à l'empereur. Et on sait que ces objets sont parvenus. Alors, dans les premiers envois à l'instigation de Bertin, il y a 19 pièces de Sèvres. Hein. Il y a 7 vases, il y a 10 pièces de sculpture, 2 pièces pour la toilette. Et c'est tout à fait extraordinaire. On pense qu'il n'y a pas de pièces de service en revanche. On pense que Bertin veut voilà, montrer les prouesses de la manufacture, veut montrer ce que c'est faire la manufacture. Et on a tenté d'identifier ces pièces, on en reconnaît certaines aujourd'hui. Alors, il y a des objets aujourd'hui en Chine, à la Cité interdite, qui proviennent de ces cadeaux de Bertin, de cadeaux plus tardifs. Hein, de Bertin. Entendu. Et on n'a jamais retrouvé trace, en fait, d'un retour de l'empereur de Chine à Bertin, enfin pour, je ne sais pas, pour évoquer. Alors, il n'y a pas de retour direct de l'empereur à Bertin, mais il y a des lettres écrites par des jésuites qui évoquent l'accueil fait par l'empereur après avoir reçu ces objets, hein, disant qu'il est très satisfait. Alors, on parle aussi des tapisseries, de la deuxième tenture de Beauvais qui avait été aussi offerte à l'empereur. Et effectivement, la lettre de l'empereur parle plus des tapisseries que des porcelaines, donc on est un petit peu frustré. Mais il semble avoir bien accueilli ces porcelaines. Et il n'y a pas eu d'envoi en retour, en somme. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Parce que tout ça n'était pas du tout officiel. Hein, tout ça n'était pas du tout officiel. Eh bien, Marie-Laure, nous vous remercions à nouveau et c'était vraiment extrêmement intéressant pour nous tous et pour l'avenir aussi des collections de Versailles qui retrouvent petit à petit finalement leur état au XVIIIe siècle, grâce à vous tous, les conservateurs de ce bel endroit. Merci Marie-Laure. Je montre peut-être les deux conférences. Effectivement, nous avons lundi 1er février à 19h la prochaine conférence par Maxime Charon sur les services de l'époque empire à Sèvres, hein, ces dernières découvertes. Donc là, nous vous invitons à cette conférence très intéressante. Et la semaine suivante, nous accueillerons Sylvain Cordier, conservateur en chef au département d'art européen au Virginia Museum of Art à Richmond, en Virginie, donc aux États-Unis, qui nous évoquera les judicieux achats qu'il a pu faire pour le musée des Beaux-Arts de Montréal quand il était en poste là-bas comme conservateur au département des objets d'art. Donc un déjeuner fêche, une glacière pour le roi de Wurtemberg
et une paire de vases pour le royaume d'Italie. Voilà, preuve que nos œuvres eh bien, irradient partout dans le monde et nous félicitons qu'elles soient connues. Merci Marie-Laure. Merci Catherine. De cette formidable intervention. Et nous nous retrouvons donc lundi prochain. Merci à tous.